Journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous, les titres. À Kinshasa, un nouvel élan pour l'éducation. Cadres et agents signent le code de bonne conduite, un pas de plus vers l'égalité des chances pour les jeunes filles. Dans le Kasaï, alerte sanitaire, la RDC fait face à une nouvelle flambée d'Ebola. Les autorités passent déjà à l'action. Vous écouterez le ministre de la Santé publique, Roger Kamba. Mbujimaï se prépare à vibrer au rythme du festival Sankaï, 3 jours de culture, d'échange et d'ambition pour tout le Grand Kasaï. En sport, cap sur Juba, les Léopards défient le Soudan du Sud pour rester dans la course au Mondial 2026. Les détails dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À Kinshasa, Moamba, les cadres et agents de l'éducation ont été sensibilisés au respect du code de bonne conduite de l'agent public de l'État, une étape décisive dans la mise en œuvre du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF qui vise à renforcer l'accès des jeunes filles à une éducation sûre et équitable. À Kinshasa, Moamba, un atelier de formation a réuni cadres et agents de la province éducationnelle autour du code de la bonne conduite du personnel enseignant. Dans les cadres du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, ces assises visent à promouvoir la bonne gouvernance et à garantir un environnement scolaire sûr, notamment pour les jeunes filles. Il y a eu aussi la sensibilisation de masse. On a formé les agents de la division provinciale de Moamba qui ont eu aussi à bénéficier des différentes présentations que nous avons mis à leur disposition et nous avons aussi procédé à la collecte de signatures au code de signature de l'acte d'engagement au code de bonne conduite à ce niveau et les sous-prophètes vont aller au niveau des écoles pour aller collecter l'acte d'engagement des enseignants au code 22. Le participant satisfait salue l'importance de ces orientations. C'est un atelier de formation d'une très grande importance et qui va en fait améliorer les relations interpersonnes au niveau du ministère, au niveau bien sûr de chaque structure, en commençant par l'école, la sous-division, la province éducationnelle et bien entendu au niveau central, au niveau national. Faire de l'école un lieu d'apprentissage, c'est déjà un acquis. Pourquoi? Puisque l'enfant vient, il a droit à un enseignement de qualité, il a droit à une formation, puisque demain, c'est lui qui va répondre aux acquis de la nation congolaise. Voilà pourquoi je dois me rassurer et je dois le dire haut et fort que nous devons faire de notre milieu scolaire un lieu d'apprentissage. Point d'orgue de la rencontre, la signature collective d'un acte d'engagement, symbole d'un pas décisif vers une école plus sûre, équitable et inclusive. Puis le ministère de l'Éducation nationale rappelle avec fermeté le caractère intangible de la gratuité du primaire. Aucun frais ne doit être exigé aux parents, l'État assurant la prise en charge complète des enseignants et des écoles. Toute dérogation à cette règle constitue une violation grave. Toujours dans la dynamique de la rentrée scolaire, le service national poursuit sa caravane de bancs pupitres. 1000 bancs fabriqués par d'anciens Kuluna réinsérés ont été remis à quelques écoles publiques de Kinshasa. Regardez. La joie ce mercredi 3 septembre 2025 des lycéennes de Bosangani et Sacré-Cœur à l'arrivée du commandant du service national. Elles savent que cet émissaire du président de la République ne vient jamais bredouille. Et elles ont raison. Entre les mains du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, 400 bons pupitres estampillés service national, fabriqués par les anciens Kuluna. Cette dotation obéit à la vision d'un homme, Félix-Antoine Tshisekedi. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de père de la nation, ne fait pas de différence. Il n'y a donc pas de discrimination en lui. Ainsi donc, dans la poursuite de sa politique selon laquelle
il ne doit plus y avoir des écoles en République démocratique sans banc pupitre. Le président de la République et chef de l'État a instruit le service national de doter en banc pupitre toutes les écoles de notre pays. Le même geste sera posé ce même mercredi dans une autre école de renom, le collège Boboto. Cette fois-ci, c'est plus de 600 bancs qui ont été remis. Ici, le recteur cache à peine son soulagement. Lui qui pensait que son école faisait partie des oubliés de la République a loué l'initiative et exprimé sa gratitude à l'initiateur de cette campagne, Pas d'école sans banc, à savoir le président de la République. Les réalisations du service national ont quant à elles suscité en lui une autre vocation. Un geste fort d'inclusion en Ngaliema, la Moussaou Fondation a offert des kits scolaires complets à plus de 25 enfants vivant avec handicap, un appui précieux pour garantir à tous les enfants un droit fondamental, l'éducation. Nathalie Moussaou, présidente et fondatrice de la Moussaou Foundation, a remis de kits scolaires à plus de 25 enfants en situation de handicap. L'événement s'est déroulé au siège de la fondation, situé au numéro 17 de l'avenue Mbenseke, à Ngaliema, dans une ambiance chaleureuse et solidaire. Cette initiative s'inscrit dans la mission de cette fondation, à savoir soutenir l'éducation inclusive et offrir aux enfants en situation de handicap le moyen de réussir leur année scolaire, comme l'a souligné l'un des responsables de la dite fondation. Je suis tellement content de ce qu'elle est en train de faire, le fait qu'elle s'occupe des personnes handicapées. Je sais qu'elle-même, elle en a vraiment beaucoup souffert. Elle a été par moments sous-estimée, mais elle s'est vraiment battue pour devenir ce qu'elle est devenue. J'apprécie beaucoup son geste. J'apprécie ce qu'elle est en train de faire, le fait de s'occuper de tous les handicapés, notamment quand je vois des enfants comme ça. Ça me rappelle elle-même quand elle était petite. Et tout ce que je dirais, c'est voilà, courage, hein, continuer et puis continuer à l'accompagner dans ces démarches-là. Elle est 3e après moi, donc on l'a vu naître, on l'a vu grandir. Elle avait ces soucis-là d'étudier. Elle a été accompagnée par maman, bien sûr, comme toute mère qui est toujours là pour ses enfants. Le parent, papa était là évidemment, mais c'est la maman qui est tout le temps à côté pour faire ce qu'il faut faire. Elle avait ces soucis-là. Et à chaque fois qu'elle voyait des personnes vivant avec handicap sur la route on les traitait de sorciers, on les traitait de démons et ils ne savaient pas étudier, ils demandaient. Et c'était quelque chose qu'elle s'est lancé comme objectif. Elle s'est dit, je veux soutenir ces gens-là. Scolariser l'enfant avec handicap, c'est assurer l'avenir de toute une nation. Il est important de noter que non seulement Nathalie Moussaou incarne à la fois une figure inspirante de l'engagement social, mais surtout le témoignage d'une volonté manifeste de contribuer efficacement au bien-être collectif. Santé à présent, Kinshasa confirme la résurgence du virus Ebola souche Zaïre dans la province du Kasaï. C'est la 16e épidémie recensée en RDC. Les autorités sanitaires déploient déjà les moyens pour stopper la propagation. Écoutons le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, qui confirme la nouvelle. J'annonce officiellement au nom du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, la résurgence de la maladie à virus Ebola de la souche Zaïre dans la zone de santé de Boulapé, dans la province du Kasaï. Il s'agit ici de la 16e épidémie enregistrée dans notre pays de ce virus Ebola. Une dame de 34 ans, enceinte, malheureusement de 34 semaines, qui se présentait à l'hôpital général de référence de Boulapé dans un tableau de fièvre, de diarrhée avec du sang et des vomissements sanguinolents aussi. Malheureusement, quelques heures plus tard, elle est entrée en détresse multiviscérale et elle est décédée. C'est le premier cas que nous avons donc, qui est le cas index, parce que vous savez que la maladie a une période de latence de 0 à 21 jours
Donc, nous ne savons pas si avant cela, elle a pu contaminer quelqu'un d'autre, mais elle, c'est le premier cas que nous avons noté. Malheureusement, l'infirmière qui s'en est occupée et le laborantin qui a fait des prélèvements, qui 4 jours plus tard ont présenté les mêmes symptômes et sont décédés. Au total, aujourd'hui, pour la zone de santé de Boulapé et la zone de santé de Moueka, nous avons 28 cas qui ont été répertoriés et nous avons eu 15 décès. Autre chose, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Chabani Louko, a reçu une délégation des députés nationaux du Haut-Katanga. Il salue ses efforts pour ramener la stabilité et l'ordre au sein des institutions provinciales. On les écoute. Nous sommes les élus du caucus de la province du Haut-Katanga. Nous sommes venus voir l'autorité de la territoriale nationale de la RDC, c'est-à-dire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui nous a reçus. Et notre rencontre a été basée sur 2 préoccupations, comme vous le savez. Dans notre province, le Haut-Katanga, il y a la problématique du gouvernorat et de la mairie de la ville de Lubumbashi. Nous avons échangé avec l'autorité parce que la population voudrait savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Le quid de l'absence de l'autorité à la tête de la province et tout ce qu'il y a comme désordre au niveau de la mairie de Lubumbashi. Et nous avons été mandatés par la population qui nous a élus. Et voilà la raison de notre présence ici au ministère de l'Intérieur. Les 2 dossiers sont en cours de traitement et le VPM nous a promis, bientôt les services vont arriver à terme de toutes ces 2 résolutions et la paix va continuer, va reprendre et la population va retrouver sa quiétude qu'elle attend. Nous sommes ici à porter main forte au VPM. Et jusque-là, nous pensons que les décisions que le VPM est en train de prendre ne vont pas à l'encontre de l'attente de la population. Parce que chaque fois que le VPM prend une décision, nous sentons une quiétude, nous sentons la paix. Donc ce sont des décisions qui apportent la stabilité au sein de notre population. Donc nous sommes là pour l'accompagner. Le VPM a sollicité notre accompagnement. Nous avons aussi sollicité le rencontrer pour avoir des éléments avant de l'accompagner. Et nous allons l'accompagner jusqu'à ce que notre population retrouve cette tranquillité tant attendue. Budget 2026, le VPM a clos les consultations avec les ministres sectoriels. Objectif, affiner les prévisions budgétaires avant l'arbitrage final de la Première ministre, Judith Suminwa. Durant 2 jours, soit du mardi 2 au mercredi 3 septembre 2025, la vice-primature du budget a échangé avec des différents ministres sectoriels dans le cadre des consultations initiées pour élaborer un projet de budget 2026 crédible, réaliste et inclusif. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale figure parmi les membres du gouvernement consultés. Daniel Mukoko Samba a focalisé son plaidoyer sur la nécessité de budgétiser les structures nouvellement créées dans son secteur. Au niveau du ministère de l'économie, il y a 2 structures qui viennent d'être créées ou recréées par des décrets pris par son Excellence Madame la Première ministre, le Fonds de régulation économique et la Commission de la concurrence, qui devront donc démarrer au cours de l'exercice 2026. Et en tant que ministre de tutelle, je me suis battu pour que ces 2 structures soient suffisamment budgétisées. L'autre membre de l'exécutif central consulté, c'est la ministre d'État en charge des Affaires étrangères. Thérèse Kayikwamba Wagner s'est dit très satisfaite d'avoir défendu les priorités de la diplomatie congolaise. C'était une réunion fructueuse. Évidemment, nous avons défendu les priorités de la diplomatie, en particulier dans cette période assez critique que notre pays traverse, et en vue des échéances importantes auxquelles nous allons faire face en 2026, y compris l'entrée de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité. D'autres personnalités, notamment le secrétaire général du gouvernement et le directeur des cabinets adjoints du président de la République, ont également pris part aux travaux. Avec cette démarche, Adolphe Mouzito vient de renforcer la coordination entre la vice-primature du budget et les autres portefeuilles, tout en plaçant l'efficacité de la dépense publique au cœur du processus budgétaire.
Cap sur Kisangani, en mission dans la Chopo, le ministre des Infrastructures a inspecté plusieurs chantiers routiers. John Banza Lunda appelle à la rigueur pour accélérer les travaux et répondre aux attentes de la population. Dans la Chopo, les engins sont en marche. Les routes s'y redessinent. Le ministre des Infrastructures, John Banza Lunda, a inspecté plusieurs chantiers. Première étape, les centres de matériel flottant de Makiso. Un site vital pour 3 provinces, mais à bout de souffle. Manque de matériel, équipement vieillissant, agents démotivés, la visite du ministre redonne confiance. C'est le premier ministre d'arriver dans nos installations, ça il faut le dire. Nous le remercions pour ça. Et comme vous le voyez avec moi, le constat est amer. On a peur du matériel. Tout le matériel que vous voyez, c'est du matériel que nous avions eu en 2011. Ils sont complètement déclassés. Et il nous faut du matériel. Et ça constitue un grand handicap. Et sur le plan des rendements, c'est très faible. Parce que nous sommes obligés de passer par la location du matériel. Sur le terrain, le projet avance. L'axe Kitima, suivi de la BCECO, l'OVD et la SOGEC. Puis l'avenue du 4 janvier, 20 km pour relier Akis au boulevard Lumumba, lui-même en pleine réhabilitation. Autre chantier, le boulevard de l'Espagne, intégré au programme présidentiel qui prévoit 88 km de route modernisée. Aujourd'hui, la ville de Kisangani est en pleine transformation. Par la volonté du président de la République, avec les fonds du trésor public. Ça n'a jamais été fait. Donc c'est avec l'argent des Congolais que le président de la République est en train de transformer la ville de Kisangani. Et 88 km dans la ville sont en train d'être modernisés. J'ai visité aussi les travaux du stade Lumumba. Ce sont des travaux qui sont conduits par la province. Mais je crois qu'il faut un coup de pouce du gouvernement national pour que ce stade Lumumba soit modernisé. Mais les défis persistent. Mécaniser les personnels, renouveler du matériel vieux de 10 ans, récupérer une concession occupée illégalement. Le ministre appelle à plus de rigueur et soutient aussi la rénovation du stade Lumumba. Une ambition claire, relancer la Chopo par des infrastructures solides et durables. Et puis, Mbujimaï se prépare à vivre au rythme du Festival international Sankaï du 23 au 25 octobre prochain, un événement culturel et populaire qui veut mettre en valeur les acquis du développement dans le Grand Kasaï et ouvrir une fenêtre sur son avenir. Jonathan Moulamba, coordonnateur du projet, nous donne les grandes lignes du festival. On l'écoute, il est au micro de Mélissa Missengabou. C'est un événement qui sera organisé au cœur du Congo, au centre du pays. Ça sera précisément à Mbujimaï, la ville qui a pour chef-lieu le Kasaï oriental. Alors, c'est une vitrine de la renaissance, de l'espoir et de l'unité de l'espace Grand Kasaï. Ça sera aussi un moment de célébrer l'innovation. Vous savez bien, l'espace Grand Kasaï et son peuple, c'est un espace qui a connu des problèmes ces dernières décennies. Ils ont été victimes des troubles intercommunautaires. Hormis ça, ils ont été victimes aussi des massacres, vous vous rappelez, de la milice Kamwena Sapo et d'autres. Maintenant, nous sommes en train de chercher un cadre. Le cadre, c'est le festival qui va centrer les passés, les présents et définir l'avenir. Pour ce fait, cette célébration sera faite à travers les activités suivantes. Nous avons les marathons, nous avons les villages du festival. Et nous allons en profiter pour mettre ces entrepreneurs en relation avec les services étatiques de l'État. Et après, ça sera une conférence internationale avec des partenaires étrangers et locaux autour du développement et de l'entrepreneuriat. Nous savons bien que Mbujimaï, guerre, on l'appelait capitale mondiale du diamant industriel. Avec tout ce que cette région a connu comme problème, comme des soucis, aujourd'hui la production du diamant n'est pas à jour. Alors, s'il n'y a pas le minerai, qu'est-ce que nous pouvons faire pour élever les défis? Le but est de renforcer la notoriété de l'espace Grand Kasaï et attirer les investisseurs afin que ces provinces-là ne se sentent pas isolées, mais se sentent quand même sur les rails
du développement. Le festival se tiendra du 23 au 25 octobre 2025. Alors, pendant ces 3 jours, nous allons célébrer l'innovation, les développements. Nous allons célébrer tout ce qui a été fait comme réalisation assez positive. Et ça sera un moment aussi de rendre hommage à ces réalisations-là réalisées par les chefs de l'État, qui sera d'ailleurs notre invité d'honneur à ces festivals internationaux. À tous les Congolais, tous les amis de l'innovation, tous qui veulent bien les développements, prière de nous rejoindre. Rejoignez-nous maintenant. On va travailler sur les festivals, on va innover ensemble. On va regarder dans la même direction. En sport, enfin, cap sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards de la RDC affrontent ce vendredi le Soudan du Sud à Djouba pour la 7e journée. Déjà sur place, les Congolais visent un résultat positif. Leader du groupe B avec 13 points avant la poursuite des éliminatoires du Mondial 2026, la RDC mise sur ce potentiel afin de garantir son leadership jusqu'aux clôtures de cette trêve internationale, avec notamment les matchs contre le Sénégal à Kinshasa le 9 septembre prochain. Face au Soudan du Sud, à Djouba, en match de la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026, c'est 5 septembre. Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC, s'investit dans un travail de fond qui, jusque-là, très prometteur et sur une bonne dynamique, est prêt à écrire une nouvelle page d'histoire avec la sélection congolaise. L'effectif pour ces matchs contre le Soudan du Sud est quasi au complet, avec notamment l'arrivée d'Evan Bissaka qui arbore pour la première fois les maillots tricolores de la RDC en séance d'entraînement avant de prétendre porter ces maillots en match officiel. Battu à Kinshasa, avant-dernier du groupe B, avec 3 points acquis sur une série de nuls face à la RDC, le Soudan du Sud misera certainement sur une double conséquence, prendre sa revanche sur son adversaire et goûter à sa toute première victoire dans ces éliminatoires au terme d'un face-à-face qui a un intérêt particulier pour la République démocratique du Congo. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programmes sur votre chaîne EducTV.